électrostatique dans le vide, c'est-à-dire chapitre 1. Aujourd'hui, on va tout simplement démarrer avec continuer, autant que vous en avez beaucoup plus concernant les informations que nous avions eu à présenter dans le chapitre 1, électrostatique dans le vide. Voilà, déjà, c'est quoi un champ électrostatique? Là, vous avez tout simplement un exemple où vous avez deux charges en interaction. On a grand Q, repéré par ce vecteur unitaire U vecteur, et cette charge petit q en M. Et on voit tout simplement que Q exerce une influence au niveau de petit q, cette charge passive, où on a tout simplement une force F et un champ électrostatique E vecteur. Donc ici, la force électrostatique est représentée sous cette forme. On l'avait déjà exposé dans le chapitre 1. Donc il n'est rien d'autre que le produit entre les deux charges sur la distance au carré, R au carré, multiplié par ce facteur 1 sur 4 pi epsilon 0, U vecteur. Et à partir de cette expression, on peut tout simplement aussi réécrire cette expression sous cette forme en factorisant par la charge passive, Q, petit q, pour obtenir cette expression. Et cette expression représente tout simplement le champ électrostatique, raison pour laquelle on dit la force électrostatique c'est égal à Q fois tout simplement le champ électrostatique, AM. Donc là, on note que petit q, ce n'est rien d'autre que la charge passive, et grand Q, ce n'est rien d'autre que la charge active, ou bien tout simplement notre source. Donc là, on nous a dit la charge active Q modifie l'espace environnant. Donc quand on parle donc d'un système ou bien tout simplement d'une source qui modifie l'environnement de quelque chose, il y a l'influence, il y a un champ. Donc sachant que nous sommes en présence donc de charges électriques, raison pour laquelle on appelle tout simplement ce champ électrostatique. Et là, c'est l'expression tout simplement du champ électrostatique. Une charge électrique Q placée en un point M de l'espace où existe un champ électrostatique E subit une force électrostatique F définie par la charge passive multipliée par le champ électrostatique lui-même. Propriété. Quand vous avez deux charges, ou bien quand vous avez une charge active ou bien une source, si votre charge active est négative, le champ électrostatique est dirigé vers la charge active négative. Mais quand vous avez une charge positive, le champ électrostatique est dirigé vers le sens opposé de la charge active positive. Donc ces deux configurations, il faut les garder, chers étudiants, parce que ça va vous servir pour les calculs à venir. Négative, le champ électrostatique est dirigé vers la charge négative. Quand vous avez une charge positive, le champ électrostatique est dirigé dans le sens contraire de la charge positive. Si nous allons beaucoup plus loin, l'unité du champ électrostatique, ce n'est rien d'autre que volt par mètre. Le champ électrostatique est la cause physique des forces électrostatiques. Effectivement, sachant que tout simplement la force électrostatique dépend du champ électrostatique. Donc le champ électrostatique, bien évidemment, est la cause physique de la force électrostatique. Et on appelle champ uniforme tout simplement lorsque le champ électrostatique possède les mêmes propriétés ou bien les mêmes caractéristiques en tout point de l'espace. Donc là, un exemple tout simplement d'un plan infini. Donc là, vous voyez tout simplement qu'on a un exemple de plan chargé. Et ici, vous avez tout simplement le champ électrique avec l'expression sigma sur 2 epsilon 0. C'est un plan, une surface, raison pour laquelle nous avons ici segment. Avec le théorème de Gauss, c'est possible de le démontrer. Là, on va maintenant essayer d'étudier les champs créés par une distribution. Donc là, on montre tout simplement cette expression où on a une charge active Q qui crée une influence au niveau de la charge passive petit q, distant de R. Et ici, on a la force F et le champ électrostatique. Donc là, pourquoi on dit tout simplement, on connaît déjà l'expression de la force, on connaît l'expression de E. Pourquoi on dit tout simplement que E est un champ radial? Pour une simple raison. Tout à l'heure, je vous avais dit, quand vous avez une charge positive active qui influe en un point M, si votre charge ou bien votre source est négative, donc le champ électrostatique est dirigé vers la source négative. Mais si c'est positif, le champ électrostatique est dirigé vers le sens contraire de la source
positive. Donc si vous avez plusieurs charges comme ça, ici vous avez une source positive, raison pour laquelle vous avez tout simplement des champs électriques centrifuges. Et quand vous avez tout simplement une charge négative, vous avez un champ électrique centripetal dirigé vers le centre. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on dit que E est un champ radial. Donc là maintenant, tout simplement, le principe de superposition. Qu'appelle-t-on un principe de superposition? Là, depuis le début du cours, j'ai présenté deux charges en interaction, distance de R. Mais supposons que vous avez N charges avec une source Q. Donc pour savoir tout simplement le champ électrostatique global total, il faut faire la sommation de l'ensemble des champs électrostatiques existants entre la source et un autre point donné. Et pour trouver ça, une fois que nous avons la direction de l'ensemble des champs électrostatiques élémentaires, pour trouver la résultante, il faut juste faire la sommation. Et c'est cette expression que nous essayons d'étudier. Ici, on va vous présenter tout simplement maintenant le champ électrostatique élémentaire à partir d'un volume. Distribution volumique des charges de densité ρP. Donc là, vous avez tout simplement un volume et vous avez votre volume élémentaire. En un point M, on va essayer d'étudier c'est quoi le champ électrostatique à partir de ce volume. La densité volumique, c'est ρP en un point M et on va essayer d'étudier le champ électrostatique. En M, le champ élémentaire créé par dQ et alors d de EM, c'est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 d de Q sur R carré U vecteur. Et on sait que d de Q, ce n'est rien d'autre que ρ dV. Donc, il faut remplacer ici d de Q pour pouvoir calculer en faisant des intégrations le champ électrostatique E. Ça, c'est pour une distribution volumique. Et on va voir beaucoup plus loin que c'est la même chose pour une distribution surfacique et linéique. Donc, ici, pour une distribution volumique, pour trouver le champ E, on va faire une intégration suivant le volume. Rho dV, ça, c'est la charge élémentaire, l'expression de la charge élémentaire volumique. Dans le cas d'une surface, là, on a l'expression de la charge élémentaire surfacique. Et dans le cas linéique, là, on a l'expression élémentaire linéique. Et l'expression du champ électrique diffère à partir tout simplement des distributions existantes. Donc là, on va essayer maintenant d'introduire le théorème de Gauss. C'est quoi le théorème de Gauss? Mais avant tout, on va essayer tout simplement de rappeler c'est quoi un angle solide. Un angle solide, c'est juste un angle sur lequel on peut voir une surface quelconque. Là, en haut, on a tout simplement notre point de départ. Et ici, on a une surface. Et nous aimerions voir ici cet élément de surface en M. Donc là, on a tout simplement notre petit angle solide qui va nous permettre de visualiser cette surface élémentaire. Maintenant, on a OM est égal à R, on a N, la normale à DS, qui repère DS, cette surface élémentaire. Et là, on a alpha, l'angle entre N et l'axe du cône. Donc voilà. Maintenant, pour calculer tout simplement l'angle solide, c'est U scalaire DS. C'est U vecteur scalaire DS. Et on sait tout simplement que DS vecteur, ce n'est rien d'autre que, voilà, N DS. Et là, on va tout simplement essayer de voir l'angle entre U et N. U et N. U et N. Et là, l'angle, c'est alpha. Raison pour laquelle vous avez ici l'expression DS est égal à cosinus. DS fois cosinus de alpha. U, c'est un vecteur unitaire. Sa norme est égale à 1. Et là, vous avez tout simplement l'expression de ce que l'on appelle un angle solide. Vous pouvez faire la démonstration. U scalaire DS. DS est représenté par là. Maintenant, il faut juste appliquer les formules concernant le produit scalaire. Vous allez trouver cette expression. Maintenant, allons beaucoup plus loin. Lorsque nous avons tout simplement un système comme ça, là où nous avons une charge Q, une source qui se trouve à l'origine. Et cette source crée en M un champ électrostatique. Et on aimerait tout simplement étudier ce qui se passe. On a OM est égal à R et on a E
ce n'est rien d'autre que 1 sur 4 pi epsilon 0, Q sur R carré U vecteur, on le sait déjà. Maintenant, le flux élémentaire, on veut définir tout simplement le flux. C'est quoi le flux? Le flux, comme on l'avait défini dans le chapitre 1, c'est égal à E scalaire ds. Donc là, on a d de phi est égal à Q sur 4 pi epsilon 0, d de taux. Donc là, si on essaie tout simplement de regarder l'angle solide ici pour sortir ce ds, donc ici, si on remplace cette expression dans l'expression donc du flux, on va tout simplement, on peut démontrer facilement cette expression-là avec l'angle solide qui n'est rien d'autre que ça, l'angle solide élémentaire défini par cette quantité. Par rapport à une surface non fermée S, on a phi est égal à tout simplement intégrale par rapport à la surface de EDS qui n'est rien d'autre que Q sur 4 pi epsilon 0 oméga. Donc là, il faut garder ces résultats en tête, ça va nous servir après, mais c'est juste, on l'avait déjà montré, on l'avait déjà donné brièvement dans le chapitre 1. Voilà, donc on a ces informations supplémentaires. Donc on a oméga et l'angle solide sur lequel on voit la surface S à partir de O. Maintenant, parlons tout simplement des charges extérieures à S. Quand vous définissez tout simplement votre source et vous avez donc une surface où vous avez défini votre surface interne et votre surface externe, on va démontrer que tout simplement, par rapport à cette source Q, on a le champ électrostatique créé de part et d'autre de la surface. Donc là, si on inclut tout simplement l'angle solide, on va voir tout simplement les portions de surface élémentaire sur lesquelles on peut visualiser donc le champ électrostatique. Donc là, on a cette portion de surface ds1 et on a aussi celui-là ds2. Et là, d phi 1 à partir de l'expression que nous venons juste de démontrer dans le diapositive précédent. Donc là, vous voyez que donc l'expression de d phi 1 est égale à moins q sur 4 pi epsilon 0. Pourquoi, chers étudiants? Vous voyez déjà, vous avez ds, vous avez u vecteur, vous avez e vecteur. Donc en faisant une projection, là vous allez voir que donc E et ds1 ont un angle pi que nous pouvons démontrer. Donc la raison pour laquelle ce moins là, on le voit. Et ici, c'est la même chose. En faisant tout simplement une projection, vous allez voir que donc, avec cette expression de d phi 2, on a q sur 4 pi epsilon 0 d phi. Et la somme des flux extérieurs donne 0. Conséquence, c'est juste pour vous dire que le flux total à travers une surface fermée S du champ créé par une charge ponctuelle extérieure à S est nul. Donc, pour des charges ponctuelles qui se trouvent à l'extérieur d'une surface fermée, S, l'ensemble des charges extérieures, le flux n'est rien d'autre que nul. Et à partir de ça, on ne peut pas, ou bien on ne va pas s'aventurer à calculer ce que l'on appelle le champ électrostatique parce que tout simplement ce sera égal à 0. Donc juste pour vous dire que par rapport à une surface, n'importe quelle surface, où on a défini notre surface interne et notre surface externe. Donc les charges qui se trouvent à l'extérieur, le flux qu'ils vont créer à la surface extérieure est nul. Donc c'est juste ça l'objectif de cette représentation. Maintenant parlons donc des charges Q intérieures. À partir tout simplement d'un angle solide, on va essayer de définir ce que l'on appelle donc une densité, la surface élémentaire des phi ou bien la surface interne. En appliquant toujours l'expression de phi, donc de ce que l'on appelle le flux élémentaire, l'expression est là, on peut démontrer facilement à partir de l'expression de d de oméga que d de oméga par intégration par rapport à la surface est égal à 4 pi, raison pour laquelle on va obtenir maintenant le flux du système, phi E, ce n'est rien d'autre qu'égal à Q sur epsilon 0. Donc, à partir de cette expression, en faisant une intégration par rapport à la surface et par rapport à l'expression de d de oméga que nous avons montré tout précédemment, vous pouvez démontrer facilement que l'intégration par rapport à la surface de d de oméga est égale à 4 pi. Et si on le remplace dans cette expression, on va obtenir ça. Ce résultat est indépendant de la position de Q à l'intérieur de S. Pour un ensemble de charges à l'extérieur de S, on aura
Donc, phi est égal à la somme des charges internes sur epsilon 0. Donc, on va de parler du théorème de Gauss. Et là, on introduit le théorème de Gauss. On considère un ensemble de charges et une surface fermée quelconque. Donc, avec le théorème de Gauss, ça s'applique toujours par rapport à une surface fermée quelconque. Donc, les charges extérieures à S sont nulles. On l'a démontré. Et les charges intérieures, ce n'est rien d'autre que la somme des charges intérieures sur epsilon 0. Donc, le flux, ce n'est rien d'autre que par rapport à la somme des charges intérieures sur epsilon 0. Pour l'ensemble des charges, le flux total à travers S sera alors phi, ce n'est rien d'autre que scalaire ds par intégration, sommation de Q intérieur sur epsilon 0. Maintenant, suivant la distribution que vous avez, si vous avez une distribution volumique, surfacique ou bien linéique, ici, ça va influer tout simplement par rapport à cette surface élémentaire. Et votre distribution volumique surfacique et linéique, la densité aussi va influer sur la charge, sur les charges intérieures. Donc ça, votre distribution, le type de système que vous allez avoir, on va l'étudier à partir de votre surface élémentaire, si c'est une sphère, si c'est un cylindre ou bien autre chose. Et maintenant, par rapport à la type, autant pour moi, par rapport aux informations que vous avez par rapport tout simplement à la distribution, vous allez devenir soit une distribution volumique, surfacique ou bien linéique. On va le voir. Et ça, c'est ce que l'on appelle le théorème de Gauss. Donc, le théorème, le flux du champ électrostatique créé par une distribution quelconque de charge à travers une surface fermée S est égal à la charge intérieure à cette surface divisée par epsilon 0. C'est le théorème de Gauss que je venais tout à l'heure de vous expliquer. S est appelée surface de Gauss et elle est purement géométrique et choisie arbitrairement en fonction des symétries du système de charge étudié. S ne doit pas comporter de charge. La somme des Q intérieures est la somme de toutes les charges contenues à l'intérieur de S. On le sait, et E est le champ électrostatique total dû à toutes les charges présentes, intérieures et extérieures. Donc tout ça, c'est ce que je venais tout à l'heure de vous expliquer avec cette expression du théorème de Gauss. Expression locale du théorème de Gauss. Par exemple, là, si vous avez un volume chargé avec une densité de charge ρ, m, et surface et S, la surface fermée délimitant. Donc là, si on applique tout simplement le théorème de Gauss, avec Q intérieur qui n'est rien d'autre qu'une distribution des charges volumiques, ρ dV, on va remplacer notre Q intérieur par ça. Donc, charge élémentaire, ce n'est rien d'autre que ρ dV. Et si nous voulons savoir le phi, il faut intégrer par rapport au volume. Et ici, à partir du théorème de Green, on va tout simplement démontrer que divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0. Donc, on sait que ici, cette expression, on peut la remplacer par cette expression volumique. Et par analogie, on va tout simplement montrer que divergence de E, c'est égal à ρ sur epsilon 0. Et ça, c'est l'équation de Poisson. Vous pouvez faire l'expérience ou vous pouvez essayer de retrouver l'expression. Ça émane directement à partir du théorème de Green. Et là, cas particulier, si ρ est égal à 0, pas de charge, mais existence d'un champ électrostatique en M. Là, vous savez comment utiliser divergence. Donc, divergence de E est égal à 0 montre tout simplement que le champ électrostatique en M existe et que c'est une constante. Donc, alors, phi de E sur S est égal à 0. Dans une région de l'espace où il n'y a pas de charge, le flux E est conservatif. Effectivement, le flux est le même à travers toutes les sections d'un tube de champ. Pour une simple raison, le champ électrostatique ici est constant. Donc là, sachant que phi est égal à 0, donc c'est partout la même chose. Il n'y a pas de variation, il n'y a rien. Donc là, le principe de Curie, qu'est-ce que nous dit Curie? Curie nous dit tout simplement par rapport à la distribution que vous avez, ou bien tout simplement par rapport aux symétries que vous avez,
concernant la configuration des charges électriques, on doit sentir exactement cette même symétrie et les propriétés caractéristiques concernant le champ électrostatique. Raison pour laquelle principe de Curie nous dit que les éléments de symétrie des causes doivent se retrouver dans les effets produits. Et là, tout simplement, on voit que, supposons quand nous avons un plan de symétrie d'une distribution de charges, avec un plan de symétrie, on peut, sans aucun problème, retrouver nos paramètres correctement à partir d'un plan de symétrie. Comme je vous avais expliqué dans mon cours précédent, le plan de symétrie, ici, on peut le considérer comme un miroir. Face à votre miroir, il y a vous et l'autre derrière le miroir. Vous êtes identiques. Donc, avec un plan de symétrie, c'est exactement la même chose. Quand vous avez, par exemple, donc, un champ représenté de cette manière, un autre représenté, supposons un champ électrostatique parallèle à votre plan, et un champ, le champ résultant ici, on peut le voir, le prime est là, électrostatique, pour juste vous dire, le champ électrostatique crée sur un plan de symétrie des charges et contenues dans ce plan. Donc, c'est-à-dire tout simplement que peu importe la direction, que ça soit parallèle, perpendiculaire, la résultante que vous allez avoir, si vous faites la sommation, ça doit se trouver sur le plan de symétrie. Donc là, à côté du plan de symétrie, il y a ce que l'on appelle le plan d'antisymétrie. Le plan de symétrie conserve les caractéristiques, c'est-à-dire que si votre champ était positif, avec un plan de symétrie, ça va rester positif. Mais si vous avez un champ positif avec un plan d'antisymétrie, ça va être négatif. C'est-à-dire que ici, vous avez E' dirigé comme ça, E va diriger dans le sens contraire, sera dirigé dans le sens contraire, avec un plan de symétrie. Si vous avez E' comme ça, E sera dans le sens contraire. Et les résultantes, tout simplement, des champs électrostatiques créés, le champ résultant va tout simplement être perpendiculaire par rapport à votre plan d'antisymétrie. Contrairement à un plan de symétrie où le champ résultant est sur le plan de symétrie. Donc là, c'est tout simplement la différence entre le plan de symétrie conserve les configurations, le plan d'antisymétrie ne conserve pas les configurations, mais il va ajouter tout simplement l'opposé par rapport aux informations que vous aviez initialement. Donc là, le plan d'antisymétrie des charges pi' transforme ρ en moins ρ. Et du coup, donc là, votre champ qui était positif va devenir négatif. Et ça, c'est l'explication tout simplement de ce que l'on appelle un plan d'antisymétrie. Si nous allons beaucoup plus loin concernant maintenant les règles de symétrie, quand on vous parle d'invariance par translation, donc là, on suppose tout simplement qu'il n'y a pas d'effet. Les effets sont indépendants de x, y ou z. C'est-à-dire que si vous avez une invariance suivant x et que votre fonction était f de x, y, z, et comme vous dit, on a une invariance suivant x, ça signifie tout simplement qu'on va abandonner x. Donc là, votre fonction va devenir f de y, z. Et c'est la même chose pour les autres axes. À chaque fois que vous avez une invariance, il faut laisser tomber le paramètre où il y a invariance. Même chose pour une rotation. Donc là, quand vous avez une rotation suivant donc un angle donné, ici θ, et que votre fonction initiale ou bien votre champ initial c'était ρ θ z, et que vous avez une invariance suivant θ, il faut laisser tomber le θ. Donc votre nouvelle fonction sera E ρ z, comme nous le montre ici. Donc ici, quand vous avez une translation et une rotation, c'est simple, il faut laisser tomber votre translation et votre rotation et vous gardez les paramètres restants. C'est exactement la même chose. Invariance pour toute rotation, ça c'est dans le cas sphérique. Lorsque vous avez invariance dans toutes les rotations, il faut laisser tomber toutes les rotations et garder tout simplement les paramètres qui ne sont pas invariants. Donc là, ça joue un rôle extrêmement important. Donc là, on parle d'axe de symétrie. Le champ électrostatique créé sur l'axe de symétrie d'une distribution de charge est porté par cette même axe. Et là, concernant le centre de symétrie, là, le champ électrostatique créé au centre
de symétrie d'une distribution de charge nulle, effectivement, parce que c'est un centre de symétrie. Plus là-bas, vous allez retrouver aussi tout simplement l'opposé de l'autre côté. Ils vont s'annuler entre eux. Donc là, c'est tout simplement les conséquences concernant un axe de symétrie et ce que l'on appelle centre de symétrie. Donc là, vous pouvez les lire pour plus d'informations, chers étudiants. Donc là, c'est la fin donc de cette partie. Et c'était un immense plaisir et j'espère que vous allez bien écouter la vidéo, les explications. Si vous avez des questions, ce sera avec plaisir. Et voilà. Bon Ramadan et passez d'excellents moments avec Online IP Format.